Retrouvez plus d'informations sur histoire.fr. Berlin, 1933. Hans et Elisabeth sont tous deux comédiens et s'aiment. Hitler, tout nouveau chancelier d'Allemagne, promulgue les lois raciales du Troisième Reich. Elisabeth est alors contrainte de ne plus exercer sa profession. Hans espère, en épousant Elisabeth, la protéger des persécutions faites aux Juifs. Au fil des ans, l'étau nazi se resserre sur le couple. Resteront-ils unis? L'amour leur permettra-t-il de résister? Mariage dans l'ombre, demain à 20h40 sur Histoire. Les musées renferment des trésors que nous pouvons tous admirer. Mais ils cachent aussi des secrets que nous allons vous dévoiler. Secrets de musée, samedi à 20h40 sur Histoire. Perchée sur le flanc d'une montagne balayée par les vents, la grotte était douillette et silencieuse. C'est dans ce petit monde obscur qu'il grandit, uniquement conscient de la présence de sa mère à ses côtés, qui le protégeait et le nourrissait. Les jours s'écoulaient paisiblement jusqu'à l'arrivée des chasseurs. Au printemps de l'année 1942, après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, qui avait fait basculer les Soviétiques dans le camp des Alliés, un grand nombre de prisonniers de guerre polonais furent relâchés des camps russes. Ils rejoignirent l'armée polonaise du général Anders, stationnée au Moyen-Orient. De nombreux soldats de ce contingent, ainsi que beaucoup d'autres militaires polonais, arrivèrent ainsi en Iran. Ils devaient ensuite gagner la Palestine et l'Égypte, où ils seraient réorganisés et réaffectés par l'armée britannique.
Nous étions en Iran. J'étais sous-alimentée depuis si longtemps que j'étais très faible. On passait la nuit dans les montagnes de l'Elbourz. On a rencontré un groupe de jeunes garçons iraniens et l'un d'eux tenait dans ses bras un petit ours brun. L'ourson avait perdu sa mère. Elle avait été abattue par des chasseurs. C'est le 8 avril, très précisément, que j'ai fait sa connaissance. Il commençait déjà à faire chaud. Comme il était tout jeune, il avait besoin de la chaleur d'un être vivant. Et il s'est agrippé à moi. Il était très affectueux et je suis tout naturellement tombée sous son charme. J'étais très jeune, moi aussi. Je l'ai adopté. J'ai caressé sa fourrure et je l'ai serré dans mes bras. Je savais qu'il venait de perdre sa mère et qu'elle devait lui manquer énormément. Il a dû sentir que j'avais de l'affection pour lui. Ça a dû lui faire quelque chose que je le serre dans mes bras comme ça. Il se comportait vraiment comme un bébé humain. Il avait déjà un caractère très affirmé. La nuit, il se promenait et il nous marchait sur la tête. Ça ne plaisait pas beaucoup à mes camarades. Et ils ont fini par me dire que je devais m'en débarrasser. Mais j'ai répondu, jamais je ne m'en débarrasserai. Il faut trouver une autre solution. Finalement, on a décidé de l'offrir en cadeau à un général polonais. Il s'est arrangé pour que l'ours soit installé avec les officiers dans un régiment polonais. Il a donc été transféré en Pologne. Voilà comment il a rejoint ce régiment et comment il a commencé sa carrière militaire. J'ai rencontré Wojtek au camp militaire de Guédéra en Palestine en novembre 1942. Je faisais partie de la 2e compagnie de transport, qui est devenue plus tard la 22e compagnie de transport. J'ai donc fait la connaissance de Wojtek. J'ai été abasourdi de voir un ours assis près de la tente du commandant. On m'a dit, c'est Wojtek. Et je me suis dit, tiens, je ne suis pas le seul Wojtek dans la compagnie. J'ai été très surpris au début, mais je me suis vite habitué à avoir le même prénom que lui. Le seul problème, c'est quand des copains d'autres unités venaient me voir, quand ils venaient me rendre visite. Ils demandaient, Wojtek est là ? On leur répondait, lequel ? Le grand ou le petit ? Et j'ai fini par être surnommé le petit Wojtek. Les soldats se prirent d'amitié pour cet animal sans défense. À cause de ses attitudes cocasses, bien sûr, mais aussi et surtout parce que Wojtek avait perdu sa famille et son foyer, et que tous les soldats, eux aussi, se sentaient un peu orphelins. J'ai rencontré l'ours Wojtek en Palestine.
en 1943. La compagnie à laquelle appartenait Wojtek était stationnée à côté de la nôtre. Il devait avoir à peu près 1 an, mais il était déjà assez grand. On a pris une photo avec lui. Notre commandante a dit « Allez les filles, on va faire une photo avec l'ours ». Et elle a ajouté « Irena, mettez-vous là ». Mais j'ai refusé de m'asseoir juste à côté de l'ours. Je me suis mise au 2e rang. On était très occupés. Il fallait non seulement approvisionner les unités polonaises, mais aussi les unités étrangères. On n'avait pas beaucoup de temps pour jouer avec lui. De Palestine, l'ensemble du 2e corps de l'armée polonaise a été envoyé en Irak, car les Allemands étaient déjà dans les montagnes du Caucase. Ils se rapprochaient dangereusement des champs de pétrole d'Irak et d'Iran. Il faisait très chaud en Irak. C'était vraiment l'enfer. De 10 h du matin à 5 h de l'après-midi, on restait allongé presque nu dans les tentes et on se versait de l'eau dessus. Par cette chaleur, Wojtek passait son temps assis au fond d'un trou creusé dans le sol. Pour lui, ça a dû être une expérience très difficile. Il était loin de son pays d'origine. Et même si c'était un animal, c'est quelque chose qu'il devait sentir. L'Irak était vraiment une terre étrangère pour lui. Même un animal ressent ce déracinement. J'en suis persuadée. Peut-être repensait-il à sa mère et aux montagnes pleines de fraîcheur de sa terre natale, lorsqu'il s'asseyait à la lisière du campement pour contempler l'horizon de vastes étendues désertiques, en gémissant doucement. Il était comme un immigrant. Il n'avait plus de foyer. Et nous, on n'en avait plus non plus. Il n'a jamais revu le lieu où il était né. Et nous non plus. C'est difficile à expliquer parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que rien de tout ça n'est vrai. Parfois, je me demande pourquoi je suis encore en vie. Dans cette exposition sur Wojtek, j'ai vu beaucoup de photos qui faisaient véritablement partie de ma vie. Il y a beaucoup de choses que les jeunes générations ne croient pas. Ils ne croient pas que ces choses aient existé. Par exemple, j'ai amené mon petit-fils de 8 ans voir cette exposition. Sa première réaction a été de dire que ce n'était pas vrai. Un ours ne sait pas conduire. Un ours ne peut pas faire ci ou ne peut pas faire ça. C'est juste un animal. C'est difficile d'expliquer tout ça à des enfants. Regarde son coude et son popotin. Je sais. J'adore cette photo. Il était costaud. C'est ma photo préférée. C'est une histoire qu'on ne peut pas raconter en dehors de son contexte. Quand on raconte l'histoire de Wojtek, il faut expliquer aux gens comment et pourquoi ça s'est passé. On a été déportés en 1940, le 13 avril, vers la Sibérie. C'était en 1940, en février. J'avais 10 ans. On a entendu du bruit. Des coups frappés à la porte. Et tout à coup, 6 hommes armés ont fait brutalement éruption dans la maison.
Une vingtaine d'hommes, des soldats, sont entrés dans la maison. Ils ont dit « Rassemblez ce qui vous tombe sous la main. Mettez votre manteau. Vous allez quelque part. » Il faisait très très froid. Il faisait moins 30. Ils nous ont entassés sur des traîneaux et ils nous ont amenés à la gare la plus proche, qui était pleine de familles comme la nôtre. Apeurés, terrifiés. Quelques heures plus tard, ils nous ont entassés dans des wagons à bestiaux. 30, 50 personnes serrées dans des wagons en planches, avec un trou dans le sol qui servait de latrine. Si on n'avait pas été déportés, si on n'avait pas ensuite été libérés et intégrés à l'armée formée en Russie, qui est ensuite partie pour l'Iran, l'ours n'aurait jamais été trouvé. L'ours a suivi le même itinéraire que les Polonais. J'ai rencontré Wojtek en Irak, à Kirkouk, au début 1943. Être au Moyen-Orient, c'était quelque chose d'extraordinaire et de complètement inattendu. Mais je ressentais une sorte de manque, une sorte de nostalgie. Dans un magasin sur deux, ou presque, les gens parlaient polonais. On pouvait discuter du pays. Wojtek faisait preuve d'un enthousiasme de touriste. Et il se passionnait pour tous les lieux qu'il traversait. Je crois qu'il était d'une nature tout à fait exceptionnelle. Il aimait la compagnie des gens. Il aimait être avec des soldats. Il aimait jouer avec eux. Parfois, on avait l'impression qu'il nous souriait. C'était vraiment un animal adorable. Et puis, Wojtek nous était très utile, car il protégeait la compagnie par sa présence. Chaque jour, 2 soldats de la compagnie étaient de service pendant 24 heures. Wojtek faisait les rondes avec eux. Quand il était fatigué, il faisait un petit somme, puis il rejoignait les 2 hommes de garde. Il adorait se rendre utile. Il était parfait dans le rôle de garde du corps. On pouvait le laisser dans un camion et personne n'aurait l'idée d'aller y voler quelque chose avec un gros ours qui montait la garde. C'est peut-être étrange de dire ça, maintenant que Wojtek est très connu. Mais pour nous, qui étions habitués à sa présence, ça semblait tout à fait normal. Il faut aussi se rappeler que dans ce camp, il y avait des mascottes partout. Il y avait des chiens, des furets, que sais-je encore. Tout le monde avait besoin d'aimer quelque chose.
13 février 1944. Avec d'autres unités du 2e corps polonais, la 22e compagnie de transport devait embarquer pour l'Italie sur le Batory, un paquebot polonais. Les 2 années d'entraînement passées au Moyen-Orient allaient enfin prendre tout leur sens. Un sentiment de soulagement, mêlé d'impatience, s'était emparé des troupes qui savaient qu'elles allaient enfin passer à l'action. Ils connaissaient tous les ordres concernant l'embarquement. Il était interdit d'embarquer des animaux à destination de l'Italie. Mais comment abandonner Wojtek? Cela aurait brisé le cœur de l'ours et celui des soldats. Je faisais passer des entretiens aux militaires polonais de ce régiment. J'ai regardé la liste et seul un certain caporal Wojtek ne s'était pas encore présenté. Je me suis demandé qui était ce caporal Wojtek si têtu qui refusait de se présenter et j'ai voulu savoir pourquoi. Le lieutenant pas très malin qui m'assistait a dit « Vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée de faire venir cet homme pour lui demander des explications en personne ?» Alors j'ai pensé... Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? Ça vous va, mon colonel ?» Et le colonel m'a répondu « Naturellement, je vais envoyer 2 hommes le chercher. » 2 hommes, j'ai demandé ? Et 2 officiers sont allés le chercher. J'ai trouvé ça bizarre. Ça enfreignait toutes les règles militaires. Mais ils sont allés le chercher. J'ai regardé le lieutenant. Il était devenu blanc comme un linge. Et le sergent qui l'aidait était bouche bée, comme ça. Je me suis dit, nom de Dieu, et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Wojtek était là, debout. C'était merveilleux, tout simplement merveilleux. Les autorités portuaires refusaient de le laisser embarquer. Il a fallu téléphoner au haut commandement au Caire pour demander l'autorisation de faire monter Wojtek. Et elle a été accordée. Il avait l'autorisation du haut commandement pour embarquer sur le Batory. C'est le général Anders en personne qui lui avait donné le grade de caporal. Je ne savais pas qu'il avait un grade. Je ne savais pas que c'était possible et que ça avait été fait pour que les gens comprennent bien que Wojtek appartenait véritablement à la 2e armée polonaise. Il avait un numéro matricule, un livret militaire, de l'argent pour les cigarettes. Il adorait manger des cigarettes. C'était un soldat, un vrai soldat. Un peu plus tard, un petit groupe d'hommes se dirigea d'un bon pas vers le point d'embarquement, mené par un imposant ours brun. La carrière militaire de Wojtek venait officiellement de commencer. Pour nous, embarquer sur un navire polonais, naviguer sous pavillon polonais, entendre l'hymne national qui retentissait en notre honneur, c'était vraiment quelque chose. Cela faisait 3 ou 4 ans que nous étions loin de chez nous, loin de nos familles. C'était un moment extrêmement émouvant. Pendant l'hiver 1944, de janvier à mars, la guerre s'était enlisée et les Alliés étaient dans l'impasse. Les Britanniques, les Américains, les Indiens, les Français et les Néo-Zélandais avaient livré 3 batailles sanglantes pour déloger l'ennemi des hauteurs de Monte Cassino, mais en vain. En ce mois d'avril, les préparatifs avaient commencé pour un 4e assaut.
Prêt à monter au front aux côtés des Américains, des Français et des Britanniques, il y avait désormais le 2e corps polonais. On m'a souvent demandé au fil des ans, vous n'aviez pas peur en allant au combat? La première fois, on n'a pas peur, on a juste de l'appréhension. Mais la deuxième fois, on a peur. On sait à quoi s'attendre. Je me souviens qu'on était juste derrière la montagne qui fait face à la ville de Cassino. On a entendu des moteurs d'avion et tout à coup, 300 ou 400 avions américains ont surgi au-dessus de nos têtes et ont fondu sur Cassino. On ne le savait pas, mais quelques jours plus tard, nous serions dans la ville de Cassino, en première ligne. On ne savait pas trop ce qui arrivait aux Polonais quand nous, on était au combat. Ils devaient attaquer les Allemands à leur point le plus faible, qui était à l'arrière du monastère. Bien sûr, les Polonais ont souffert de pertes énormes. Quand on est à 600 mètres d'altitude, ce n'est pas facile de crapahuter sur les rochers pour se mettre en position de tir. Pour les Polonais, cette bataille était très particulière. Ils se battaient pour leur patrie, mais aussi pour une Pologne qui était encore à venir. Notre mission était de fournir des munitions, de la nourriture et de l'essence à 2 régiments d'artillerie lourde. Et de temps en temps, Wojtek nous aidait. On devait charger énormément de caisses. Quand il voyait qu'on commençait à fatiguer, à force de charger toutes ces caisses très lourdes dans les camions, Wojtek essayait de nous aider. Et je me souviens qu'il pouvait soulever à lui tout seul une caisse qu'on devait se mettre à 3 ou 4 pour porter, et qu'il pouvait la mettre dans le camion. Quand il voyait que les soldats étaient fatigués de soulever des caisses, il se disait « Bon, je vais les aider, je vais les aider ». Il était vraiment d'une nature profondément serviable. Il adorait rendre service. J'ai rencontré Wojtek, l'ours polonais, en avril 1943, près d'Acquafondata, en Italie. C'était une bête magnifique. On venait de quitter le front, d'autres divisions avaient pris la relève. On est allé à Cassino, qui n'était plus qu'un tas de ruines. Comme toujours, quand on arrivait du front, on essayait de se débarrasser de nos poux, de prendre une douche et de changer de sous-vêtements. Certains gars ne s'étaient pas changés depuis plus d'1 mois. Après la douche et la désinfection, il fallait essayer de grappiller de quoi manger. On passait au peigne fin les zones abandonnées par les civils italiens. Nous espérions tomber sur une maison ou sur une ferme où il y aurait des poulets, des œufs, enfin tout ce qui pouvait compléter nos rations. On était sur un chemin de campagne quand on a entendu un tir de batterie. On s'est approché pour voir ce qui se passait. Et dans une clairière, on a découvert 3 canons de 25 livres. On a vu à l'uniforme d'un officier que c'était des Polonais. On est resté là 1 minute ou 2, et tout à coup, un ours d'au moins 2 mètres de haut est sorti du bois. Il avait l'air de porter quelque chose. Quand il s'est approché, on a vu qu'il était un peu hirsute. Il avait une fourrure très épaisse. Et il avait des pieds énormes, vraiment énormes. Quand un ours se met debout sur les pattes arrière, c'est là qu'on voit à quel point il est grand. J'ai crié « Attention !» Vinny aussi a crié « Attention !»
L'ours a continué à avancer. Il était une dizaine de mètres devant nous. Tout à coup, il s'est penché et il a déposé l'obus qu'il portait juste à côté du canon. Ensuite, il s'est remis à quatre pattes et il a fait demi-tour en se dandinant. Il était énorme, il devait peser 1 tonne. Lasotski a écrit dans son livre sur Wojtek qu'il avait rejoint le régiment qu'on approvisionnait. Mais c'est tout à fait impossible. On chargeait des caisses d'obus parce que ça allait beaucoup plus vite que de les charger un par un. Et quant à Wojtek, c'est vrai qu'il nous aidait, mais pas en portant des obus sortis de leur caisse. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. L'imposant animal mesurait plus d'1,80 m et il se mêlait aux hommes avec aisance. Et les hommes ne lui prêtaient pas plus d'attention que s'il avait été un des leurs. Mais ce n'est pas tout. L'ours les aidait à décharger le matériel. Certains ont laissé leur imagination s'emporter. Les Polonais voulaient le ramener sain et sauf en Pologne. Et pourtant, il leur est exposé à la puissance de feu de l'artillerie allemande à Monte Cassino. Non, c'est absurde. Il était là, bien sûr, mais pas exposé à la vue de l'ennemi. Il est ressorti du bois quelques minutes plus tard, avec un autre obus. Et cette fois, on a vu qu'il haletait un peu parce que le temps était plutôt lourd. Il s'est arrêté, il a regardé sur la droite du canon, et il a grimpé dans un arbre, comme s'il vérifiait où les obus atterrissaient. Les autres soldats l'ignoraient, comme s'il faisait partie de l'équipe, et visiblement, il en faisait partie. Personne ne lui prêtait d'attention particulière. Il faisait juste son boulot, comme n'importe quel autre artilleur de l'équipe. Il imitait tout ce qu'on faisait devant lui. On fumait, il fumait. On buvait, il buvait. On hochait la tête, il hochait la tête. C'était un soldat. Et il était vu comme tel. Les régiments sont très attachés à leur étendard. Et ils l'ont changé pour lui. Tous les véhicules arboraient son image. Il était partout. Ils étaient très fiers de lui. Il était presque humain, mais pas complètement. C'était un homme très courageux pour un ours. À cause de mon état de santé, j'étais trop malade pour... Trop malade pour être tué. Trop malade. Pour être tué. J'étais en trop mauvaise santé pour qu'un soldat allemand m'abatte pendant une attaque contre notre bastion. C'est le paradoxe. Les gars en bonne santé étaient tués et ceux mal en point survivaient. Mon bataillon a subi plus de 60% de pertes. Et c'était à peu près comme ça pour toutes les unités. On envoyait de dur. C'était un sale boulot. C'était tout ou rien. Marche ou crève. Bien sûr, on a essuyé des pertes terribles. Mais pour nous, il était très important de combattre. Parce que, comme vous le savez, nos ennemis, et en particulier les soviétiques, nous méprisaient. Staline avait dit que les Polonais ne voulaient pas se battre. Mais là, on a bien montré que les Polonais se battaient pour la liberté. Les Polonais étaient nos meilleures troupes. Ils étaient animés par une sorte de rage à cause de ce qu'ils avaient subi de la part des Allemands et des Russes. Pour eux, c'était en permanence tuer ou être tué. À la fin de l'assaut, on les a vus redescendre de la montagne avec leurs morts et leurs blessés. C'était un spectacle déchirant.
J'ai gardé de cette période de ma vie quelque chose que ceux qui n'ont pas été dans l'armée ou qui n'ont pas été au feu ne peuvent pas connaître. C'est le sentiment d'une vraie camaraderie. On ne connaît pas quelqu'un, on ne sait pas qu'il combat à nos côtés, et immédiatement il est comme un frère. Une même famille. En 1947, je suis rentré en Pologne. Bien sûr, je n'étais pas tranquille parce que toute ma famille avait été poursuivie et emprisonnée. Grâce à Dieu, mon père était rentré à la maison, ma sœur était rentrée à la maison, mon frère aussi était rentré à la maison. J'étais le seul qui restait encore hors de Pologne. Pendant la guerre, je pense que pour un soldat, qu'il soit polonais ou non, quand il est loin de sa famille et de son pays, être en contact avec quelqu'un de gentil et d'amical, même si c'est avec un animal, c'est quelque chose de très important pour le moral. Wojtek est devenu très célèbre dans la 8e armée britannique parce qu'il combattait avec nous tout le temps. Depuis tout bébé, il avait été élevé au milieu des hommes, avec les mêmes soldats. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir une bête aussi gentille, aussi inoffensive. Normalement, les ours sont dangereux, ce sont des animaux sauvages. Mais Wojtek n'était pas comme ça. Et ça fait de lui un animal exceptionnel. Il mérite qu'on se souvienne de lui. C'est une date symbolique, le 18 mai 1944, parce que le drapeau polonais a été planté sur les ruines du monastère. La bataille de Monte Cassino avait été remportée, et les Alliés marchaient sur Rome. Même si tout à coup la guerre semblait bien loin, les tirs d'artillerie qui grondaient parfois à l'horizon rappelaient aux soldats que d'autres combats devraient être livrés. Mais dans l'immédiat, les hommes de la 22e compagnie de transport pouvaient se reposer. L'été que passa Wojtek sur la côte adriatique fut la plus belle période de sa vie. Pendant la campagne italienne, je revois Wojtek dans un camion qui servait d'atelier de réparation. Il était assis à l'avant avec les mains, enfin, avec les pattes de devant sur le volant. Et un jour, on allait... J'étais dans un camion juste derrière le camion atelier où était Wojtek. Et il a vu que la mer Adriatique n'était qu'à une quinzaine de mètres, car on roulait le long du rivage. Alors, il a sauté du camion et il a couru sur la plage qui était pleine de jeunes Italiennes. Vous imaginez les cris qu'elles ont poussés. Et on leur a dit « Mesdemoiselles, n'ayez pas peur, c'est un ours gentil. N'ayez pas peur, il ne vous fera pas de mal. » Et effectivement, il a nagé un peu, il est revenu et on est reparti. Il aimait se rouler par terre avec les soldats. Il jouait avec eux. Et il en affrontait 4 à la fois sans jamais sortir ses griffes. Il aimait leur donner un coup de patte et les faire culbuter cul par-dessus tête. Il n'a jamais blessé personne. Jamais.
Il invitait les soldats à venir se battre avec lui, mais il était toujours très attentionné. Et quand il avait gagné, il était très fier de lui, mais il ne faisait jamais aucun mal à l'ennemi vaincu. À l'automne, les Alliés entamèrent l'évacuation de leurs troupes d'Italie. Le 26 septembre, la compagnie leva l'ancre, mais cette fois, il n'y eut aucun problème pour faire monter Wojtek à bord. Son nom était officiellement inscrit sur la liste des passagers et il reçut ses propres tickets de rationnement qui lui permettaient d'avoir sa ration de friandises et de tabac. L'une des difficultés qu'on a rencontrées à la Fondation Wojtek, c'était de recueillir des témoignages de Polonais ici en Écosse. Ce n'était pas facile de leur faire parler du passé. Ils s'étaient installés en Écosse et pour eux, la Pologne était très loin, c'était une autre époque. Ils avaient lutté pour la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, la liberté d'entreprendre. Et tout ça, ils l'avaient perdu après la Seconde Guerre mondiale. Ils s'étaient retrouvés prisonniers d'un régime. Pour eux, c'était pire qu'être bombardés ou mitraillés. C'était une période de leur vie qu'ils voulaient oublier. Ils vivaient en Écosse, ils étaient écossais, et ils voulaient vivre sous un nouveau régime, mener une nouvelle vie. Ils ne parlaient plus polonais. Ils étaient écossais ou bien britanniques, mais en tout cas, ils n'étaient plus polonais. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ignoraient que Wojtek avait passé une aussi grande partie de sa vie en Écosse. Le camp de Winfield a accueilli jusqu'à 2500 ou 3000 personnes en même temps. Des hommes, des civils, des gens qui entraient et sortaient tous les jours. C'était une petite ville plantée en plein milieu d'un champ. Mais il fallait nourrir ces gens, il fallait s'occuper d'eux. Il fallait réfléchir à la vie qu'ils allaient mener. On sent déjà la présence de l'ours. C'est très curieux. Voilà des marques de griffes qu'il a laissées. Il y en a là aussi. Il y a des lacérations un peu plus haut. On voit sur tous les arbres les dégâts qu'il a faits au fil des années. Les entailles se sont élargies avec la croissance des troncs. Il pouvait faire des dégâts énormes. Ces griffes auraient pu déchiqueter un homme en quelques secondes. Cet étrange collier a fait son apparition en haut de cet arbre récemment. Il y a Wojtek écrit dessus. On pense que des gens sont venus déposer des objets ici. C'est étrange. Wojtek! T'es vraiment soldat, Wojtek? Wojtek, mon papa dit que tu parles polonais. C'est vrai que tu vas retourner en Pologne? J'ai rencontré l'ours Wojtek en octobre 1946. On a reçu un message qui annonçait que des soldats allaient arriver à Winfield. Ils venaient de Glasgow.
Mais on savait qu'ils arrivaient d'Italie et qu'ils avaient un ours avec eux. On était curieux, parce qu'on croisait toujours les mêmes personnes dans les préfabriqués du camp. On en avait assez de voir les mêmes têtes. Quand on vit dans un camp, à l'écart d'une ville ou d'un village, on voit les mêmes personnes tous les jours. Ça faisait du changement de voir un animal comme l'ours, Wojtek. Il était très gentil et il était habitué à voir des humains. Il aimait les cigarettes, il aimait les bonbons, il aimait la bière. Il voyait les hommes boire, il les voyait fumer. Il était habitué à tout ça, ça faisait partie de sa vie. Il se disait, si c'est bon pour eux, alors c'est bon pour moi. Il s'asseyait sur son postérieur avec une bouteille de bière entre les pattes de devant et il la buvait exactement comme un être humain. Il la finissait et après, il hochait la tête pour dire merci. Quand il était ici, il a vu du pays. Beaucoup de gens venaient de loin pour voir l'ours de Winfield. Ils venaient prendre Wojtek en photo. Nous, on était habitués à lui. Mais les gens venaient des villes ou des villages alentours pour le voir. Ou bien on l'emmenait en camion à Duns ou à Berwick. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit quelque chose comme ça. La majorité des soldats polonais ne parlaient pas très bien anglais. Et très peu de gens ici connaissaient le polonais. Alors ça créait un grand fossé. C'était un peu comme avec l'ours. On lui disait quelque chose et il hochait la tête, mais il ne pouvait pas répondre. C'était pareil avec les Britanniques qu'on rencontrait. On communiquait un peu comme ça. Moi, on m'a surnommé OK. Parce que peu importe ce que disaient les gens, je ne voulais pas dire de bêtises, alors je répondais toujours OK. Et le surnom m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Notre moral à tous n'était pas très bon à cette époque-là. On avait toujours du mal à avoir des nouvelles de nos proches en Pologne. Il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup de censure. Toutes les lettres qu'on envoyait ou qu'on recevait de Pologne étaient censurées. Il y avait des phrases barrées et il fallait deviner ce qui manquait. Mais bon, on s'est habitué et on faisait avec. On était bien obligés. À l'époque où il était à Winfield, il était heureux. Il se promenait dans le camp, il faisait des balades en camion dans les villages du coin. Il était heureux. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Voici Union Bridge. C'est un pont très célèbre dans la région. Ici, on est littéralement à 2 minutes du camp. Les hommes l'amenaient ici pour qu'il puisse nager. Il adorait ça. Le grand problème pour les hommes du camp, c'était où est-ce que Wojtek va aller? Qu'est-ce qui va lui arriver? Les hommes l'avaient surnommé « Espoir sur pattes ». Le dernier jour, ça a été très triste quand il a fallu prendre une décision. Les choix étaient très réduits. Wojtek aurait pu suivre les soldats rapatriés en Pologne, mais c'était difficilement envisageable. La décision la plus douloureuse aurait été de l'abattre. Mais les hommes étaient tous d'accord sur le fait que si Wojtek devait être abattu, ils appuieraient eux-mêmes sur la gâchette.
Le lieutenant Fritz est venu me dire « On a un problème pour cet hiver. On ne sait pas où loger cet ours. Vous pouvez nous aider ?» J'ai dit « Et le zoo d'Édimbourg ?» C'est la première chose qui m'est passée par la tête. Il m'a répondu qu'il n'aimait pas l'idée d'un zoo parce que l'animal y resterait pour toujours. J'ai dit qu'on pouvait mettre une clause stipulant que si la Pologne redevenait un pays libre, Wojtek pourrait y retourner. Ils ont accepté. Ils ont signé cette condition. J'ai tendu le document au caporal en disant « Tenez, caporal, donnez ça au général Anders, c'est le passeport de Wojtek. » J'ai rencontré Wojtek au zoo d'Édimbourg en 1961. J'avais 8 ans. J'étais avec une amie polonaise. On est descendu du bus et on s'est frayé un chemin à travers la foule qui se pressait dans le zoo pour voir l'ours. Mon amie avait visiblement entendu parler de Wojtek, car elle s'est mise à lui parler en polonais. Et il a réagi. Il nous a fait un signe de la patte, juste à nous, pas aux autres, bien sûr. C'était un moment magique, et j'ai eu le coup de foudre. C'était un moment très fort. J'ai dit à mon ami, demande-lui s'il connaît mon pépé. Et elle m'a répondu, oui, il m'a dit qu'il le connaît. On avait seulement 8 ans. Un peu plus tard, j'ai dit à Don Gillespie, vous savez, on est prêt à payer pour sa nourriture. Ne vous en faites pas, il m'a répondu. Regardez les milliers de gens qui viennent ici tout spécialement pour voir l'ours. Et l'affaire était réglée. Je lui ai parlé en polonais. Je lui ai dit, tu veux une cigarette? Et il a hoché la tête. Mais c'était pas facile de lui lancer une cigarette. Il y avait une sorte de fossé qui le tenait à distance. Et la plupart des cigarettes tombaient dedans. Il essayait de les récupérer avec ses pattes. On gaspillait un paquet de cigarettes avant de réussir à lui en lancer une. Mais après, il l'avalait et il hochait la tête pour dire merci. Son comportement était irréprochable. Un jour, je me souviens que le lieutenant Fritz a apporté son violon et lui a joué une mazurka. Et Wojtek s'est mis à danser. Ce n'était pas la première fois qu'il dansait comme ça. Ça lui faisait plaisir d'entendre de la musique. Et il reconnaissait le polonais, parce que ses petites oreilles s'agitaient d'avant en arrière. Et c'est comme ça qu'on voit qu'un ours est attentif. Fritz lui parlait en polonais. Et je n'ai jamais rien vu d'aussi émouvant. Il avait perdu sa liberté, la liberté dont il avait l'habitude de profiter. Il était très bien soigné. Je n'accuse personne de mauvais traitement, mais il n'était plus l'homme libre, enfin, l'ours libre qu'il était avant ça. Malheureusement, c'était la seule solution. Wojtek! Wojtek! Wojtek, papieros! Cigarette! Żołnierz! Polski żołnierz, Wojtek! Pamiętasz? Hé, tu te rappelles?
Papieros, Wojtek! Polish Army, pamiętasz Wojtek? Żołnierzem polskiej armii. Pendant toutes ces années de guerre, ils avaient rêvé de rentrer en Pologne et de défiler la tête haute dans les rues de la capitale, sous les acclamations de la foule. Mais Varsovie était désormais un champ de ruines, et les troupes soviétiques occupaient toujours la Pologne. Ils ne pouvaient pas revenir au pays. Et tout comme Wojtek avait dû s'habituer à un monde nouveau, eux aussi avaient dû s'adapter. À Gdansk, anciennement appelé Danzig, le zoo avait demandé que Wojtek soit ramené en Pologne. Les autorités communistes le voulaient. Pour eux, c'était un symbole de la libération de la Pologne. C'était une question de prestige. Ils voulaient le ramener en Pologne pour montrer que le pays était vraiment libre. Mais mes collègues n'ont pas permis ça. Ça aurait été bien qu'il aille d'Iran en Pologne, au lieu d'aller d'Iran en Écosse. Mais l'histoire en a décidé autrement. On peut dire que sa vie comporte des ressemblances avec celle des Polonais qui sont restés au Royaume-Uni ou ceux qui ont été dispersés aux quatre coins du monde. Le parcours de Wojtek est un parfait exemple du destin des exilés polonais. Vous savez, Churchill a même dit au général Anders, « Maintenant que la guerre est finie, on n'a plus besoin de vous. Vous avez fait ce que vous avez fait, mais on n'a plus besoin de vous. » Et pour nous, ça a été extrêmement douloureux. Wojtek non plus n'a pas pu rentrer en Pologne, comme beaucoup d'autres soldats. Il est donc aussi le symbole de cette liberté provisoire. Oui, elle n'a été que provisoire. Ce n'est qu'en 1989 que nous sommes devenus véritablement libres.